Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire de la philosophie. Leçon 1. Philosophie grecque avant Socrate. L'histoire de la philosophie peut se faire à deux points de vue assez différents. Longtemps on cherchait dans cette histoire un intérêt dogmatique. On s'efforçait de tirer des doctrines anciennes et modernes des vérités durables. On étudiait alors plutôt les questions que les systèmes. Nous voulons dire que sur un point donné, la question de la certitude par exemple, ou celle des idées a priori, on passait en revue les opinions des philosophes anciens et modernes. Cette marche présente certains avantages dont le plus grand est la simplicité. En effet, en s'occupant plutôt des opinions elles-mêmes que des philosophes qui les ont admises, on ne s'expose pas à des redites comme il arrive quand on attribue une même opinion aux philosophes qui l'ont professée. Mais au point de vue historique, elle présente un inconvénient grave. C'est que, comme nous le verrons dans le cours de cette histoire, une opinion philosophique ne forme jamais un tout isolé, elle ne peut se comprendre qu'à la condition d'être replacée au sein d'un système dont elle est un élément organique. Un système philosophique est en effet un tout organisé qui vit, et chacune de ses parties emprunte quelque chose aux autres et à l'ensemble. C'est à la lumière de l'idée directrice du système qu'on se rend exactement compte d'une doctrine particulière. Or, en considérant les opinions des divers philosophes, abstraction faite du système auquel ces opinions se rattachent, on identifie des idées très différentes, parfois même opposées. Ainsi, certaines formules d'Héraclite se retrouvent à peu près textuellement dans Hegel, et il semble bien que sur certains points particuliers les doctrines des deux philosophes soient identiques, mais elles ne le sont qu'à la condition d'examiner isolément ces points particuliers. Interprétez ces formules à la lumière générale qui est le centre du système. Vous verrez qu'elles ont un sens différent en dépit de l'identité apparente. C'est pourquoi l'histoire de la philosophie n'est une reproduction fidèle de la marche des idées qu'à la condition de porter non sur les opinions détachées, mais sur le système considéré comme autant d'organismes, où la partie ne saurait se détacher du tout. Si l'on a préféré cette seconde méthode à la première, c'est pour une autre raison encore. L'histoire se préoccupe surtout aujourd'hui de retrouver des intermédiaires entre les faits ou les institutions qui se succèdent, ou pour parler le langage d'aujourd'hui, on cherche partout les traces d'une évolution. Or nulle part cette évolution n'est aussi facile à mettre en lumière que dans l'histoire de la philosophie, car ici nous n'avons pas affaire à des éléments produits par des acteurs aveugles ou inconnus comme dans l'histoire proprement dite, mais à des idées professées par des esprits très cultivés dont chacun connaissait ses devanciers et a pu nous indiquer quelles étaient ses sources. L'histoire de la philosophie, quand on l'approfondit, se présente sous forme d'un mouvement continuel, chacune des doctrines se déduisant presque nécessairement des doctrines qui l'ont précédée. On passe ainsi par quelques intermédiaires inconscients de la philosophie grecque des premiers temps, philosophie enfantine, aux systèmes les plus compliqués des temps modernes. Cette seconde méthode a été appliquée avec un grand succès par des historiens contemporains, Edward Zeller, Hueberweg VI, etc. Nous ne l'appliquerons que dans la mesure du possible. Les Ioniens. Le père de la philosophie grecque est Thalès de Milet. Il florissait vers l'an 600 AV. JC il enseignait que l'eau est le principe de toute chose, et que les objets aux mille qualités diverses qui frappent nos sens ne sont que les métamorphoses de l'élément humide. Il paraît d'ailleurs avoir attribué à cet élément une espèce de vie. Tout est plein de Dieu, disait-il, pante alpha plerthéon. Il entendait par là sans doute que son principe était animé. Thalès est le fondateur de l'école dite ionienne. Anaximandre, qui paraît avoir été un disciple de Thalès, remplace l'eau par l'indéfini, théoaprone, élément qui n'est d'aucune qualité particulière, qui n'est ni l'eau, ni l'air, ni le feu et qui se transforme indéfiniment, d'où l'univers que nous avons sous les yeux. Anaximène substitue à ce principe d'une nature assez vague et mal définie quelque chose de plus concret, l'air, c'est de l'air que tout serait sorti. Mais le plus grand philosophe de l'école d'Ionie, penseur profond entre tous, un des plus éminents esprits de l'Antiquité, fut Héraclite d'Éphèse, surnommé l'Obscur, scoté epsilon nu sigma par ses contemporains. Sa philosophie est d'une très grande profondeur. Selon Héraclite, c'est le feu qui serait le principe universel. C'est une matière subtile qui n'est pas la flamme, mais qui est de même nature qu'elle.
Cette matière se transforme à l'infini sous l'influence de deux forces, la guerre, Piolémos et l'harmonie 11. D'après lui, il n'y a pas de naissance à proprement parler ni de mort, mais une métamorphose continuelle. Les éléments se changent les uns dans les autres, mais ne périssent pas, et c'est cette transformation radicale et continuelle qu'il exprimait dans des formules célèbres, tout passe et rien ne reste, Pante Alpha, Oiden Men, ou encore, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, ou encore, le même chemin monte et descend. Héraclite arrivait ainsi à identifier les choses contraires, montrant que tout est dans tout, et que les qualités les plus opposées ne sont que les aspects différents d'une chose identique. C'est pourquoi quelques-uns ont vu en lui un ancêtre des gueules, comme nous disions. Héraclite paraît avoir cru à des cycles. En d'autres termes, le feu d'où sortent nécessairement l'air, l'eau, la terre, etc., puis les objets que nous apercevons, regagnent petit à petit du terrain, les choses tendent à redevenir ce qu'elles étaient, à rentrer dans l'élément igné dont elles sont sorties. De là un embrasement général, après quoi les choses recommenceront à sortir dans le même ordre du principe primordial et les mêmes événements se reproduiront à la même date. Cette idée de cycle périodique est commune à la plupart des premiers philosophes des temps anciens. L'école d'Ionie, en dépit de la naïveté apparente de sa doctrine, a émis une des grandes idées fondamentales de la philosophie. Les philosophes de cette école sont des dynamistes. En d'autres termes, ils se sont posé cette question: expliquer la constitution actuelle des choses, la totalité de l'univers, et ils l'ont expliqué en admettant la possibilité de la transformation radicale d'un élément donné. Ils ont cru que l'air, que l'eau, le feu pouvaient revêtir un nombre incalculable de formes et donner ainsi l'univers varié que nous avons sous les yeux. Nous verrons que toute philosophie qui admet la possibilité de transformation qualitative, qui croit qu'un homme peut en devenir un autre et une qualité une autre qualité, s'appelle dynamiste. Cette tendance est la plus naturelle. C'est l'idée qui se présente d'elle-même à l'esprit humain. L'enfant croit que les objets matériels sont faits comme lui, que ce sont des êtres jusqu'à un certain point vivants, capables de se développer, de sentir et même jusqu'à un certain point de vouloir. Il est naturel que les premiers philosophes aient eu la même idée, qu'ils aient cru à un principe universel qui se transforme lui aussi, qui vit, qui passe, tout en restant lui-même par une multitude de formes ou d'aspects différents. Mais il faut remarquer qu'Héraclite a donné à cette doctrine une expression très précise, et que ces premiers penseurs de la Grèce ont été, quoi qu'on puisse dire, des penseurs profonds. 14. École éléatique ou d'Élée. Le fondateur de l'école d'Élée est Xénophane, qui florissait vers 580 AV. J.C. La tendance de l'école éléatique est la tendance inverse de celle des Ioniens. Les Ioniens mettaient toute réalité dans le mouvement, le changement, la transformation. Pour les Éléates, au contraire, tout mouvement, tout changement est une illusion. Il n'y a de réel que l'immobilité et l'unité. Le multiple n'existe pas. Cette idée fut développée avec une rare logique par le plus illustre philosophe de l'école, disciple de génie de Xénophane, c'est Parménide. Elle fut reprise ensuite et présentée sous une forme populaire par Zénon d'Élée, puis enfin par Mélissus. Les arguments par lesquels les Éléates et en particulier Zénon prouvaient l'impossibilité du mouvement ou du devenir, changement, sont restés fameux. Ce sont 1 degré l'argument de la flèche. Supposez une flèche en mouvement, lancée par un arc et considérez-la pendant un seul instant de son trajet, elle est immobile, l'instant suivant elle est immobile encore. Elle est donc immobile pendant tout son trajet et le mouvement est une illusion pure. 2 degrés l'Achille. Supposons une tortue en marche et Achille au pied léger la poursuivant. Quand il arrive au point où la tortue se trouvait, point que nous appellerons A, celle-ci est en B. Quand Achille est arrivé en B, comme il lui a fallu un certain temps pour aller de A en B, la tortue a marché encore, elle est en C et quand Achille sera en C, la tortue sera en D et ainsi de suite indéfiniment. Jamais Achille n'atteindrait la tortue. Or l'expérience paraît prouver qu'Achille atteindra la tortue, puisqu'un mobile plus rapide qu'un autre atteint ce second mobile. Donc l'expérience ne nous donne que des illusions. Le fond de tous ces arguments et la source de la doctrine éléatique tout entière est l'idée suivante. Entre l'être et le non-être il n'y a pas de milieu. Une chose est ou n'est pas, comme disait Parménide. Or ce principe conduit à la négation de tout changement, car le changement est l'état d'une chose qui est et qui n'est pas tout à la fois, puisqu'elle n'est plus ce qu'elle était pendant qu'elle change,
elle n'est pas encore ce qu'elle va être et ce qu'elle est à un moment donné, elle ne l'est déjà plus pendant qu'on en parle. Donc en partant du principe de contradiction énoncé sous cette forme et sans restriction aucune, une chose est ou n'est pas, on arrive tout naturellement comme l'ont fait les Éléates à nier tout changement et dire qu'il n'y a de réalité que dans l'un et l'immobile. C'est une école idéaliste que l'école d'Élé, idéaliste en ce sens qu'elle attribue plus de réalité aux idées auxquelles le raisonnement nous conduit qu'aux données des sens. Les pythagoriciens. Vers la même époque se développait dans la Grande Grèce une école idéaliste aussi, mais qui n'est pas exempte d'un certain mysticisme. Pythagore de Samos enseignait que toute réalité est dans le nombre. Il avait représenté la plupart des objets par des nombres déterminés, la ligne par 2, la surface par 3, la bonne occasion par 7 parce qu'une certaine maladie dure 7 jours, la perfection par 10, etc. Et au lieu de raisonner sur les choses elles-mêmes, il raisonnait sur les nombres. C'est ainsi qu'ayant observé 9 planètes dans le ciel, comme le nombre parfait et le nombre 10, il en avait conclu qu'il existe une 10e planète et lui avait donné un nom Antictone. Il y a là une vue qui ne manque pas de profondeur, et à laquelle les savants et philosophes devaient revenir dans les temps modernes. Le principe fondamental de notre science actuelle est que l'on ne raisonne clairement que sur des formules mathématiques. C'est à la forme géométrique que toute science aspire et par conséquent à la forme algébrique. Le grand mérite des pythagoriciens a été d'entrevoir vaguement ce principe, d'en avoir l'intuition. Si l'on avait développé rationnellement les vues de Pythagore, si au lieu de représenter les choses par un nombre abstrait, on s'était élevé petit à petit et par des idées insensibles à une représentation algébrique des choses et phénomènes, il est impossible de dire où en serait la science moderne, mais certainement elle serait beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est. Les pythagoriciens furent donc des savants et des philosophes de premier ordre. Nous leur devons nombre de vérités positives qui sont restées dans l'invention et la démonstration de certains théorèmes, des travaux sur l'acoustique confirmés par des expériences. Enfin, c'est chez Pythagore que Copernic alla chercher la théorie du mouvement de la Terre. Il le dit lui-même. Le disciple le plus remarquable fut Philolaüs. Empédocle, Anaxagore et Démocrite. Les Ioniens ont enseigné que toute réalité est dans le changement, et les Éléates que rien ne change attendu qu'on ne saurait concevoir qu'une chose ou qu'une qualité devienne autre chose que ce qu'elle est ou elle n'est pas. Ces deux théories se présentent naturellement à l'esprit humain. Il est naturel de dire que tout change et aussi naturel de dire que rien ne change. La première de ces deux propositions nous est suggérée par l'expérience qui nous fait assister à des transformations continuelles, mais la seconde est seule intelligible pour notre esprit, car on a peine à se figurer qu'une chose puisse être ce qu'elle est, puis être autre chose. Le passage d'une forme à une forme différente implique une véritable création dans l'intervalle. En d'autres termes, la métamorphose est une idée obscure. On comprend donc que les philosophes grecs se soient efforcés de concilier ensemble ces deux doctrines ioniennes et éléatiques, qui correspondent à deux tendances naturelles mais opposées de l'intelligence humaine. Parmi les essais les plus remarquables tentés, citons ceux d'Empédocle, d'Anaxagore et de Démocrite. D'après Empédocle, il n'y a pas qu'un élément primordial, il y en a 4, l'eau, l'air, la terre, le feu. Ces éléments sont incapables de changer et en cela les Éléates ont raison, mais ils peuvent se combiner entre eux, d'où résulte une infinité d'états ou aspects différents et une multiplicité de changements très réels, comme le veulent les Ioniens. Ainsi les choses changent bien comme le montre l'école d'Ionie, mais les éléments sont identiques et ne font que se combiner diversement. D'où sortent ces éléments ? D'un mélange primitif qu'Empédocle appelle le sphérus, c'est là le point obscur du système. Anaxagore procède tout autrement. D'après lui, il existe un nombre infini de germes, spermata, dont chacun est doué de toutes les qualités possibles, mais à des degrés différents. Suivant que les germes qui composent un corps possèdent une certaine qualité dominante ou une autre qualité dominante, les corps revêtent pour nous des aspects différents. Les changements que nous observons dans l'univers s'expliquent par les déplacements de ces germes qui sont d'ailleurs eux-mêmes invariables, immuables. Comment s'expliquer la réunion en un même objet de germes qui ont les mêmes qualités ? Par l'existence d'une force qu'Anaxagore appelle l'esprit, nous. On a dit qu'Anaxagore était le père du spiritualisme. Ce n'est pas tout à fait exact,
car le nous d'Anaxagore possède sans doute certaines qualités de l'intelligence, il est doué de discernement, il distingue les qualités diverses, mais c'est une force physique 21. Notons chez ces deux philosophes nombre d'idées particulières, reprises par les philosophes de notre temps. On a fait remarquer, non sans raison, que les principes de la doctrine de l'évolution et en particulier du darwinisme, se trouvaient déjà chez Empédocle qui émit l'idée que la Terre avait d'abord produit une multitude d'êtres organisés, et que ceux-là seuls avaient survécu qui avaient été capables de résister aux forces ennemies et de vivre. Démocrite et les atomistes. Le chef de l'école atomistique est Leucippe, mais sa gloire a été éclipsée par celle de son disciple Démocrite qu'il faut considérer comme un des génies les plus remarquables, les plus vastes, les plus profonds de l'Antiquité. Le mérite de Démocrite a été méconnu déjà dans l'Antiquité. Sans doute ses contemporains lui rendirent justice. Les Abdéritains l'avaient surnommé la sagesse, mais l'école socratique et en particulier Platon et Aristote décria sa philosophie. Le grand mérite de François Bacon a été de reconstituer le rôle de Démocrite dans la philosophie antique, et de lui assigner la place qui est la sienne au milieu des grands penseurs, c'est-à-dire une des premières. D'après Démocrite, toute chose ici-bas s'explique par deux éléments, les atomes et le vide. Les atomes sont des corps d'une ténuité extrême, invisibles et indivisibles. Ils n'ont aucune qualité physique, ni couleur, ni saveur, pas même de pesanteur, quoique ce dernier point ait été contesté par l'historien Zeller. Ils sont en nombre infini. Ils ne diffèrent les uns des autres que par des propriétés géométriques qui sont au nombre de 3, la forme chamma, la disposition T-axe sigma et l'orientation kappa-T en sigma sigma. C'est ainsi que les lettres de l'alphabet A et N diffèrent par la forme, les syllabes en NA par la disposition et les lettres N et Z par l'orientation. Or de même que l'infinité des mots de la langue grecque s'explique par un tout petit nombre de lettres diversement combinées, et qu'avec ces quelques lettres, on peut construire des tragédies, des comédies, etc., à l'infini, ainsi les objets en nombre incalculable dont l'univers se compose se réduisent à des agrégats d'atomes et les différences que nous observons entre ces objets tiennent à des différences de forme, de disposition et d'orientation des atomes qui les composent. De là cette première conséquence vérifiée par la physique moderne que les qualités physiques des corps ne sont que des apparences, des impressions produites par nos organes, et qu'en réalité il n'y a dans les choses que des atomes doués de mouvements divers dans l'espace, c'est-à-dire dans le vide. Dès lors les changements dans les choses s'expliquent par des déplacements d'atomes, l'atome étant immuable et éternel. Quant au mouvement dont l'atome est animé, il a existé de tout temps. À l'origine les atomes tombaient à travers l'espace. Les lois fatales qui régissent leur mouvement ont fait qu'ils se sont rapprochés un jour pour former le monde. Comme ils essayaient au hasard de toutes les combinaisons possibles, ils devaient tôt ou tard produire les êtres vivants. Les êtres vivants ne sont que des agrégats d'atomes en mouvement, et l'âme est composée d'atomes comme le corps. Enfin le mouvement dont les atomes sont animés est cause qu'un jour le monde tombera en dissolution, et que les atomes se rapprocheront de nouveau pour former des agrégats différents et ainsi de suite. Cette théorie est une théorie matérialiste. Aussi échoue-t-elle à rendre compte des phénomènes de l'âme. Mais l'historien allemand Lange a dit avec beaucoup de profondeur qu'elle avait inspiré toutes les recherches scientifiques, c'est-à-dire toutes les recherches relatives à la matière inerte. La doctrine des atomes a été reprise en effet de notre temps, et appliquée non sans succès à la physique et à la chimie. Le 12 février 1886. Leçon 2. Les sophistes et Socrate. La production, l'éclosion des grands systèmes fut suivie en Grèce d'une période de lassitude intellectuelle ainsi qu'il arrive quand des vérités contradictoires ont été soutenues et abandonnées tour à tour. On se réfugia dans la négation pure et simple de toute vérité spéculative. À cette période de doute spéculatif correspond la sophistique entre 440 et 400. Les sophistes ne sont pas des sceptiques, mais ils sont d'avis qu'il y a lieu de laisser de côté les problèmes relatifs à l'essence et à la manière d'être des choses, que toute vérité sur ce point est inaccessible à notre esprit, qu'en revanche il est utile de se tourner du côté des choses qui touchent à la pratique, c'est d'avoir une règle de conduite pour se diriger soi-même et même pouvoir, s'il est possible, diriger les autres hommes, de là l'apostrophe. Importance attribuée par eux aux questions de morale, de politique et de rhétorique, car les sophistes sont rhéteurs et politiciens.
Bref, aux sciences physiques et philosophiques proprement dites, à ce qu'on appellera plus tard la métaphysique, il substitue l'étude des questions morales, les sciences morales sont de leur invention. Des circonstances politiques favorisent le développement de cette philosophie. Les grandes luttes d'où la Grèce était sortie victorieuse avaient mis les Grecs en contact avec des peuples aux croyances différentes. La religion avait reçu de fortes secousses. Enfin, la démocratie avait remplacé à Athènes l'aristocratie. Le pouvoir qui jusque-là avait été entre les mains de quelques-uns était accessible à tous. De là l'importance considérable prise par l'éloquence et par suite, le développement tout nouveau des arts qui sont de nature à favoriser l'exercice de la parole. La rhétorique et la politique passèrent au premier rang. On peut distinguer plusieurs phases de la sophistique. La première est la plus brillante. Deux grands noms s'y rattachent. Ce sont ceux de Protagoras et Gorgias. Protagoras, compatriote de Démocrite et qui subit l'influence de ce philosophe d'ailleurs plus encore que celle d'Héraclite, enseignait, disait-il, la vertu et par vertu il entendait l'art de se conduire dans la vie pratique, d'être honnête et heureux tout à la fois, car les Grecs n'ont jamais séparé ces deux idées l'une de l'autre. Mais à côté des enseignements positifs de Protagoras, enseignements qui touchaient surtout à la morale, il y avait une doctrine négative assez rapprochée du scepticisme. D'abord, il paraît avoir fortement mis en doute l'existence des dieux. On a conservé de lui cette phrase : « En ce qui concerne les dieux, il n'est pas possible de savoir s'ils existent ou non, car il y a bien des choses qui nous empêchent de les connaître. » Cette phrase le fit d'ailleurs chasser d'Athènes. Une formule de lui est restée célèbre dans l'Antiquité, formule sceptique et discutée tout au long dans le dialogue de Platon intitulé Protagoras. L'homme est la mesure de toute chose. Anthroposigma panthéon crémateo mégaonum hétéroonu. Il entendait par là qu'il n'y a pas, en ce qui concerne les choses réelles, de vérité absolue, mais que les choses sont pour chacun de nous ce qu'elles lui paraissent être et que toute connaissance est relative. Ainsi, avec Protagoras, nous saisissons ce double caractère de la sophistique. 1 degré élimination de toutes les questions spéculatives. 2 degrés étude des choses de la vie pratique, et en particulier des choses morales. Gorgias est un rhéteur. Protagoras est plutôt un moraliste 30. C'est Gorgias qui inventa les lieux communs, théopiosigma, c'est-à-dire les développements en morceaux préparés une fois pour toutes et qu'on intercale dans un discours. Il enseigne l'éloquence, l'art de persuader les hommes, et ne paraît pas avoir séparé cet art de celui de se bien conduire. Les anciens avaient sur ce point une opinion voisine de celle de Fénelon qui dit dans sa lettre à l'Académie : celui-là parle avec sublimité dont la vie n'est exposée à aucun mépris. Mais comme Protagoras, Gorgias a une doctrine négative, doctrine inspirée par les Éléates. Il soutenait cette triple thèse que nous connaissons par le dialogue de Platon intitulé Gorgias. Degré l'être n'est pas. Degré s'il existait, il ne pourrait être connu. Degré s'il était connu, il ne pourrait être exprimé. Ainsi il n'y a pas de réalité absolue, et s'il y en avait une, elle serait inaccessible à notre esprit et inexprimable par le langage. Comme on le voit, cette première période de la sophistique nous présente des doctrines morales et pratiques dont quelques-unes ne manquent pas d'élévation. La seconde période est déjà moins brillante avec les successeurs de Gorgias, Thrasymachus, Hippias, Prodicus, etc. Ces philosophes en vinrent à se demander jusqu'à quel point les idées morales devaient être considérées comme fondées dans la nature. Quelle était la part de la convention ? Après avoir distingué la loi naturelle de la loi écrite, ils en vinrent à dire que la loi naturelle n'existait pas, qu'il n'y avait que des lois écrites, c'est-à-dire des conventions imposées par les plus forts aux plus faibles, conventions sur lesquelles reposait la société. Enfin, dans une troisième période qu'on appelle éristique, la sophistique n'est plus qu'un art vain et trompeur. Les sophistes enseignent à leurs élèves le moyen de tout démontrer, le vrai et le faux surtout. Les noms d'Eutydème et de Dionysodore sont les noms les plus fameux de cette dernière période. Un certain nombre de procédés de la sophistique inventés par ces personnages nous ont été transmis. Nous en trouvons même l'énumération presque complète chez Aristote. Tantôt le sophiste embrouille les questions pour que son interlocuteur n'y comprenne rien, tantôt ayant dans sa possession une proposition vraie et une fausse, il les mêlera si bien ensemble que l'une fasse passer l'autre. Enfin, à bout d'arguments, il se mettra en colère, procédé encore familier à beaucoup de gens qui discutent.
Si nous insistons sur la sophistique, c'est parce qu'il est impossible de comprendre Socrate sans elle, Socrate qui nous est présenté comme un adversaire des sophistes. Il entama contre eux une lutte mémorable, cependant il leur doit beaucoup et à vrai dire, il ne fit que continuer leur œuvre. Ce sont les sophistes en effet, qui ont substitué aux problèmes physiques et métaphysiques des problèmes purement moraux, et ce déplacement de l'axe philosophique qu'on attribue à Socrate d'habitude, ce sont les sophistes qui en ont été la cause. Socrate n'a donc fait que reprendre le problème qu'ils avaient déjà traité. Seulement il a appliqué à l'étude de ce problème une méthode, ce que n'avaient pas fait les sophistes qui sont des empiriques et qui cherchent, comme le fera Socrate, l'utilité pratique, mais qui la cherchent au hasard, sans système. Le mérite de Socrate a été d'étudier systématiquement des questions que les sophistes avaient posées, et empiriquement résolues. Socrate. Socrate est né en 469 et mort en 399 av. JC. Il appartenait à une famille obscure et pauvre. Lui-même resta pauvre toute sa vie. Il apprit un métier qu'il n'exerça pas d'ailleurs, car de bonne heure il se sentit une mission, celle d'initier ses concitoyens à la sagesse. Nous n'avons pas de détails très précis sur sa vie. Nous savons seulement que sa mission lui fut révélée par l'oracle de Delphes, lequel déclara à un ami de Socrate que Socrate était le plus sage de tous les hommes. Nous savons aussi qu'il accomplissait avec courage ses devoirs de citoyen. Il fut même blessé dans un combat. Les témoignages contemporains nous le montrent errant dans la ville, prenant à partie ceux qu'il rencontrait, les interrogeant et leur prouvant par 1000 questions habilement posées qu'il ne savait rien de ce qu'il croyait savoir. Il est vraisemblable que cette ironie continuelle irrita les Athéniens. On l'accusa bien tard, il est vrai, de vouloir introduire à Athènes des dieux nouveaux et de corrompre la jeunesse. Qu'il ait cherché à introduire des dieux nouveaux, cela n'est pas probable, mais qu'il ait cru à des dieux et en particulier à un certain dieu différent de ceux auxquels ses concitoyens croyaient, cela est certain. Nous reviendrons sur son démon, c'est-à-dire sur cette divinité qui lui était personnelle. Quoi qu'il en soit, la vraie cause de sa condamnation est due à l'état politique d'Athènes en l'an 400. Deux grands malheurs s'étaient abattus sur la ville. On croyait à une décadence non sans raison. On chercha dans la sophistique les causes de l'abaissement des esprits, et c'est comme sophiste que Socrate fut condamné. Il mourut en 399 en buvant la ciguë. Il est très difficile de reconstituer aujourd'hui le caractère et la philosophie de Socrate, car il n'a rien écrit. Nous avons sur sa personne et sur sa doctrine 3 témoignages assez différents. D'abord Xénophon, entretien mémorable et apologie de Socrate, puis Platon qui met Socrate en scène dans tous ses dialogues, enfin Aristote qui nous donne sur Socrate quelques indications très concises mais très précieuses. Or ces témoignages ne concordent pas entre eux, tant s'en faut. Le Socrate de Platon est un Socrate idéaliste, un Socrate artiste et poète. Rien de plus élevé que cette théorie des idées que Platon met dans la bouche de Socrate, et qui se développe dans les divers dialogues. Le Socrate de Xénophon au contraire est un Socrate terre-à-terre, un utilitaire, un homme pratique, qui ne comprend ni n'admet quoi que ce soit en dehors de la recherche de l'utilité. Enfin les textes d'Aristote tendent tous à nous faire voir dans Socrate un métaphysicien, ou en tout cas un homme à qui les abstractions étaient familières. Il est vraisemblable qu'il faut corriger ces témoignages l'un par l'autre, que le Socrate de Platon est beaucoup plus idéaliste que le Socrate même, qu'au contraire Xénophon, en sa qualité d'historien ou de chroniqueur a plutôt vu le dehors, l'extérieur de la doctrine de Socrate que le fond, lequel, comme nous verrons, diffère assez de ce qu'il paraît à la surface. Enfin les textes d'Aristote nous font comprendre quelles étaient les doctrines philosophiques ou métaphysiques en germe chez Socrate, bien plutôt que les théories proprement dites développées par Socrate lui-même. En combinant ces différents témoignages, essayons de reconstituer la personne de Socrate 36. Ainsi qu'on l'a remarqué de tout temps, ce caractère est plein de contradictions. Socrate a consacré sa vie tout entière à l'éducation de ses concitoyens. Cependant il ne croyait pas à la science, il ne paraît pas avoir étudié. Il n'a certainement pas connu les écrits de ses prédécesseurs, sauf peut-être un ouvrage d'Anaxagore, dont il n'a pas pu d'ailleurs être l'élève comme on le soutient quelquefois. Il ne connaissait ni les mathématiques, ni la physique, ni l'astronomie, sciences relativement assez avancées à cette époque. Il déclare même que la géométrie est inutile,
sauf toutefois en tant qu'elle nous permet de mesurer un champ. Socrate d'un côté est un adversaire de la religion. Xénophon nous rapporte de lui des propos significatifs. Il paraît avoir considéré comme des légendes la plupart des mythes. D'autre part, il parle quelquefois des dieux avec un respect profond, et nous savons qu'en mourant, il rappela à ses auditeurs qu'il avait promis un coq à Esculape. D'un côté, Socrate est un idéaliste. Ne se consacra-t-il pas tout entier à ce qu'il crut être une mission, bravant les fatigues, privations, insultes, mourant même pour ce qu'il crut non sans raison être la vérité? D'autre part, nous l'entendons parler comme parlerait l'utilitaire le plus convaincu, déclarant qu'on ne doit étudier que ce qui est dans la vie pratique et qu'il faut laisser le reste aux dieux. Ce que les dieux ont fait ne nous regarde pas. Occupons-nous des choses humaines, de notre métier et de la conduite à tenir dans la vie. Aussi a-t-on pu comparer Socrate à un Anglais. C'est, disent quelques-uns, l'esprit anglais ou américain qui anime sa doctrine. L'historien Zeller va plus loin. Il dit que Socrate est un Philistin, entendant par là que ce qui domine sa philosophie c'est le culte de l'utilité. Enfin on ne sait plus à comparer la vertu très haute de Socrate, vertu réelle qui fait de lui un des grands caractères de l'Antiquité, on ne sait plus à rapprocher ce stoïcisme de Socrate de certaines tendances tout à fait épicuriennes comme on dirait aujourd'hui. Ne nous le montre-t-on pas comme prenant part à des festins, et buvant sans inconvénient du soir au matin? Comment concilier tant de traits différents, opposés? Le caractère de Socrate s'éclaircit singulièrement lorsque l'on essaie de se rendre compte de ce qu'il appelait son démon. Socrate entendait la voix d'une divinité qui lui parlait dans certaines occasions graves. De là quelques-uns ont conclu que Socrate était un halluciné. C'est l'opinion développée par le docteur Lélu, opinion fondée sur certains textes de Xénophon, d'où résulterait que Socrate avait des accès analogues à ceux des somnambules 41. Mais cette opinion est entièrement fausse, car l'historien Zeller a montré que le démon de Socrate ne prenait la parole que dans des circonstances de la vie pratique où il y allait de l'avenir de l'enseignement de Socrate. Encore le démon ne parlait-il jamais que pour l'empêcher de faire certaines choses, jamais pour lui conseiller de les faire. Le démon de Socrate n'est donc pas autre chose qu'une divinité protectrice à laquelle il croyait. Les anciens n'admettaient-ils pas que chacun a un génie qui veille sur lui? Et M. Boutroux se fondant sur certains textes de Xénophon déclare que le démon de Socrate n'était autre qu'Apollon, l'oracle de Delphes qui lui avait révélé sa mission. Quelle est cette mission que Socrate croit avoir reçue du dieu Apollon? C'est la mission d'enseigner et de prêcher partout le libre examen, Théo exétéasvé. Or, convaincu que son rôle ici-bas était d'appeler les hommes à se rendre compte de ce qu'ils font, à raisonner sur les choses de la vie pratique, convaincu d'autre part que cette mission lui venait des dieux, il se laissa aller dans sa conduite à une foule de contradictions, car il y a contradiction entre cette croyance à une divinité qui lui révèle une mission et la croyance au libre examen qu'il se croit obligé de prêcher. C'est ainsi qu'il est religieux quand il pense au Dieu de qui il tient cette mission, et sceptique quand il réfléchit au contraire à ce qu'en vertu de cette mission même il doit prêcher le libre examen de toutes choses. C'est ainsi qu'il est utilitaire quand il discute sur les choses de la vie pratique et idéaliste, quand il pense à l'origine de la mission qui fait qu'il discute sur ces choses de la vie pratique. Donc le démon de Socrate et la croyance de Socrate au dieu Apollon sont au fond de toute sa philosophie. Le 13 février 1886. Leçon 3. Socrate suite et fin. Avant d'exposer la méthode socratique, demandons-nous avec précision quel est l'objet de cette philosophie nouvelle. Socrate déclare que l'ancienne physique, c'est-à-dire la philosophie de ses devanciers, est à la fois impossible à constituer, inutile et même sacrilège. Impossible, les contradictions où ses devanciers ont abouti en sont la preuve, inutile, car enfin à quoi bon connaître les causes des phénomènes physiques et même de leur totalité, quand on saura à quoi tiennent la pluie, les vents, les orages, saura-t-on les produire? Sacrilège, car chacun doit s'occuper de ce qui le regarde. Les dieux ont arrangé la nature, à eux de s'en soucier, l'homme ne doit s'occuper que des affaires humaines, de sorte que Socrate détache de l'ensemble de la nature l'homme et se propose d'étudier spécialement les choses humaines. Sur le temple de Delphes était inscrite cette maxime, « Connais-toi toi-même, gnos shenteonu ». Socrate en fit sa devise, mais il n'attribuait pas à cette maxime le sens que quelques historiens voudraient qu'il lui eût attribué.
On dit quelquefois que Socrate est l'inventeur de la psychologie, et qu'en disant à ses contemporains « Apprenez à vous connaître vous-même », il entendait par là « Analysez votre âme, votre intelligence, étudiez-en le mécanisme ». Peut-être cette maxime avait pour Socrate un sens tout pratique, car Socrate n'admet pas de recherche entièrement spéculative. Connais-toi toi-même, cela signifie « Demande-toi ce que tu veux et ce que tu peux, prends connaissance de tes facultés avant de rien entreprendre, ne t'occupe que de ce qui te regarde et ne présume pas trop de ton talent. » Peut-être ajoute-t-il à ces explications quelque chose de plus philosophique. Peut-être était-il d'avis que la réflexion interne est nécessaire pour se rendre compte exactement de ce qu'on est capable d'entreprendre, mais l'analyse psychologique n'est pas alors une fin pour lui, ce n'était qu'un moyen. Ainsi l'objet de Socrate est d'amener l'homme à se rendre compte de ce qu'il fait et de ce qu'il peut faire, de lui apprendre à discuter sur les choses de la vie pratique, de ne point agir empiriquement, mais en pleine connaissance de cause par science et non par routine. La routine, les idées toutes faites, voilà ce que Socrate combat avant tout, et c'est à cette lutte qu'il entreprend contre ce qu'on pourrait appeler le tout fait, c'est-à-dire le préjugé, qu'on doit attribuer la grande influence qu'il eut sur la marche des idées. Quelle est sa méthode ? Socrate n'a rien écrit. Il est d'avis que le penseur ne peut rien tirer de sa propre pensée, s'il est livré à ses seules forces. Il faut que la discussion intervienne, la conversation ou la dialectique comme il l'appelle. La dialectique comprend un certain nombre de procédés, mais elle suppose toujours une discussion, un débat plus ou moins contradictoire. Comment cette discussion est-elle conduite ? Nous distinguons plusieurs procédés ou habitudes socratiques. 1 degré l'ironie, epsilon rhone alpha. Le mot epsilon rhone alpha a en grec le sens d'interrogation, mais d'interrogation qui n'est pas tout à fait exempte de raillerie. C'est un sens intermédiaire entre celui du mot français ironie et celui du mot interrogation ou même questionnement. Socrate interroge ses amis ou même le premier venu. Il affecte de ne rien savoir. Tout ce que je sais, dit-il, c'est que je ne sais rien. Il questionne les autres sur le point qui, dit-il, l'embarrasse, et les amène à confesser qu'ils n'en savent pas plus que lui, ou bien encore, en dirigeant habilement l'interrogatoire, il les amène à reconnaître qu'ils savaient ce qu'ils croyaient ne pas savoir et sans s'en être rendu compte. 2 degrés la maïeutique. Ce mot a en grec le sens d'accouchement et en effet Socrate disait qu'à l'instar de sa mère qui était sage-femme, il accouchait les esprits en ce sens qu'il en faisait sortir des vérités qui s'y trouvaient cachées et dont ne se rendait pas compte celui qui les possédait. La science est une maïeutique qui ne se fait pas à huis clos et dans le silence du cabinet, mais en collaboration. En d'autres termes, il faut un ami qui interroge et un ami qui soit interrogé. De là la grande importance attachée par Socrate et ses disciples à l'amitié, phi lambda alpha, car l'amitié est plus qu'une chose agréable pour lui, c'est une chose essentiellement utile, bien plus c'est une condition de la science vraie, c'est une science sortant d'une discussion amicale. 3 degrés l'induction et la définition. Quelle est la direction de cet interrogatoire ? Le but de Socrate est d'amener son interlocuteur à se rendre compte de ce qu'il pense et de ce qu'il fait. C'est donc en d'autres termes de le conduire à une définition. Socrate, dit-on, est l'inventeur de la définition. On n'entend pas par là que la définition fut inconnue avant lui, mais que le premier il en a fait le procédé scientifique par excellence. Il a montré que pour se rendre compte d'une espèce, il était nécessaire de la faire rentrer dans un genre, puis de la distinguer des autres espèces par l'indication de sa différence propre. Aussi peut-on dire que Socrate a moins inventé la définition que l'idée de genre, théogénosigma. Là est la grande invention, comme nous le verrons. Cette idée du genre qui joue déjà un certain rôle dans la philosophie socratique sera l'élément essentiel du platonisme, car ce que Platon appelle l'idée c'est le genre. Avant Socrate, on pensait que pour se rendre compte d'une chose, il fallait indiquer la matière dont elle était faite, l'élément primordial, l'eau, le feu, l'air, etc., dont elle est une forme ou un état. Socrate le premier songea à un nouveau principe d'explication, principe abstrait, le genre, et il crut qu'on pourrait rendre compte d'une chose tout aussi bien et d'une manière plus intelligible pour l'esprit en la faisant rentrer dans une catégorie plus vaste. Bacon reproche à Socrate cette innovation qui, dit-il, fut cause de la stérilité de la science antique et de celle du Moyen Âge. Que serait-il arrivé, dit-il, si Socrate n'avait pas vécu ? C'est que la philosophie de Démocrite par exemple,
celle des anciens physiciens se serait perfectionnée lentement et on serait arrivé, bien des siècles plus tôt, aux grandes découvertes de la science actuelle. Telle est également l'opinion de l'historien anglais Grote. Au contraire, l'idée de substituer aux explications matérielles des définitions, à l'expérience, la discussion et la dialectique, fut cause que pendant des siècles, on s'épuisa en querelles de mots sans penser aux choses. En d'autres termes, les historiens et philosophes anglais considèrent Socrate comme responsable de l'avortement de la science de l'Antiquité et au Moyen Âge. Il y a là quelques injustices. Les philosophes de la nature avaient fait leur temps en Grèce. Comme l'idée n'était pas venue de recourir à l'expérimentation, on se serait épuisé après Démocrite en vaines hypothèses. Socrate enseigne du moins à raisonner et c'est bien quelque chose. Comment arrive-t-on à la définition si ce n'est par l'expérience ? C'est par un procédé que Socrate et ses disciples appellent induction, procédé qui n'a aucune analogie avec l'induction dont nous avons parlé dans le cours. Socrate se propose d'arriver à la définition de la vertu par exemple. Il demande alors à son interlocuteur en quoi la vertu consiste. Celui-ci dira par exemple que la vertu est le courage. Socrate choisit alors un cas particulier, auquel cette définition ne convient pas. Il faudra donc la modifier, de manière à l'adapter non seulement au courage mais à une autre vertu et ainsi de suite. À chaque cas nouveau que la définition n'embrasse pas, un correctif devra être introduit. L'induction de Socrate pourrait donc se définir une méthode de correction successive, correction par lesquelles on donne aux propositions une généralité croissante. Ainsi, au lieu de ne convenir qu'à un cas particulier comme il arrivait d'abord, elle embrasse la totalité des cas ou exemples connus. Nous connaissons la méthode de Socrate, demandons-nous quels sont les résultats auxquels elle a conduit. Il est inutile de chercher chez Socrate un physicien ou un métaphysicien. Il proscrit toute recherche de ce genre. A-t-il eu même une théologie ? Certes, il paraît avoir cru à un Dieu unique, et en ce sens c'est un des ancêtres du spiritualisme que Socrate. Cette croyance est même nettement accusée dans certains discours, et d'autre part il croit non moins sincèrement à la mythologie. Il semble aujourd'hui qu'il y ait contradiction entre ces deux croyances. Il n'en était peut-être pas ainsi dans l'Antiquité. On admettait que les dieux multiples pouvaient être des émanations ou aspects divers d'une force unique. C'est en ce sens que Socrate a cru à la providence, professoronio alpha, et en ce sens il est très en avant sur ses contemporains. En revanche, nous trouvons chez Socrate une morale bien constituée. Il est, à vrai dire, le fondateur de cette science et non pas le fondateur de la psychologie. Qu'est-ce que la vertu ? C'est une science, nous répond Socrate, elle s'apprend et quand on la connaît, on la pratique. Socrate démontrait cette proposition de bien des manières. Elle reparaît sous une foule de formes dans les conversations qu'il tenait avec ses disciples. Ne voyons-nous pas que le bon charpentier est celui qui connaît l'art de la charpente ? Que le bon pilote est celui qui connaît l'art de diriger les vaisseaux ? Comment dirigerait-il mal son vaisseau s'il sait le diriger ? Ainsi ne devons-nous pas dire aussi que l'honnête homme est celui qui connaît le bien ? Car le connaissant, comment ne l'appliquerait-il pas ? On pourra soutenir qu'on peut connaître le bien et faire le mal, mais on ne réfléchit pas alors que la science du bien est une science exceptionnelle, qu'elle ne saurait être connue théoriquement sans être aussitôt appliquée, car le bien est ce qui nous est utile et comment agirait-on contre ses intérêts ? Nous sommes amenés à nous demander en quoi consiste le bien pour Socrate, et il n'est pas douteux qu'il identifie le bien à l'utilité. Toutes les fois que Socrate s'efforce de démontrer la nécessité d'une vertu, c'est à des considérations d'utilité qu'il a recours. Il faut être tempérant parce que si l'on a besoin d'un précepteur ou d'un employé quelconque, c'est à un homme tempérant qu'on s'adresse et non à un homme intempérant, et on multiplierait ainsi les exemples à l'infini. Toutefois, dans certains textes, Socrate paraît parfois attribuer un sens spécial au mot utilité. Il semble avoir cru à une utilité plus haute que la simple utilité pratique. Il semble avoir considéré le bien comme ce qui plaît aux dieux, et ce qui fait que nous leur ressemblons. Ces deux conceptions du bien n'ont d'ailleurs rien de contradictoire, car les dieux étant providence, tout ce qui nous est utile doit leur plaire et inversement il est impossible qu'une de nos actions leur soit agréable si elle ne doit pas nous être utile. On ne saurait donc faire de Socrate un ancêtre des moralistes utilitaires, puisque le mot utile a pour lui un sens très élevé,
et néanmoins il ne trace pas de différence bien marquée entre le concept du bien et celui de l'utile. Si la vertu n'est qu'une science et n'est que cela, le méchant homme n'est qu'un homme ignorant. De là la formule célèbre, personne ne fait le mal volontairement, oid sigma caco sigma econ. En effet, quand on pêche, ce ne peut être que par ignorance, et celui qui connaît le bien est incapable de mal faire puisqu'il agirait sciemment contre ses intérêts. Ceci posé, quelles sont les formes diverses que la vertu peut prendre ? On peut considérer 3 formes principales selon que l'on considère la vertu individuelle, sociale ou politique. La vertu individuelle est la tempérance, encrate epsilon alpha. La vertu sociale est l'amitié, phi lambda alpha. Et la vertu politique est la justice, delta Caosi Eta. 1 degré la tempérance, comme l'indique le mot encrate epsilon alpha, crateo sigma, force, puissance. La tempérance n'est pas autre chose que le pouvoir qu'on a acquis ou qu'on possède naturellement sur soi-même. Aussi le mot encrate epsilon alpha n'a pas pour Socrate le sens qu'il aura pour les cyniques et les stoïciens. Pour ces derniers, la tempérance consiste à savoir se passer de tout, à n'avoir pas de besoin ou du moins à étouffer en soi toute sensibilité, à ne vivre que par la raison pure. Cet idéal des stoïciens n'est pas sans analogie avec l'idéal chrétien, l'ascétisme qui consiste à mépriser les biens périssables et en particulier les plaisirs. Telle n'est pas l'idée de Socrate qui assiste à des banquets, se plaît aux sociétés que nous appellerions aujourd'hui peu recommandables. C'est que pour lui la tempérance consiste à avoir de l'empire sur soi-même, à se rendre exactement compte de ce qu'on fait, à ne jamais aller plus loin qu'on ne doit aller. Elle ne consiste pas à se priver toujours, mais à ne pas sentir la privation quand on est obligé de se priver. Il ne s'agit pas de s'abstenir des plaisirs, mais de pouvoir s'en passer sans la moindre gêne et le moindre ennui. Il y a là un sens tout spécial du mot tempérance. C'est dans ce sens que les anciens l'emploient souvent. C'est l'idée grecque par excellence, l'idée que rien n'est mauvais dans la nature, que par conséquent il ne faut renoncer systématiquement à aucun plaisir et que d'autre part le sage reste au-dessus du plaisir en le goûtant de manière à pouvoir s'en passer le cas échéant sans peine et sans regret. À ces préceptes il faudrait en joindre d'autres assez nouveaux en Grèce et qui concernent le travail. Socrate paraît avoir été le premier philosophe qui ait prêché le travail. Il s'est efforcé de montrer que le travail, même manuel, n'avait rien de déshonorant. Xénophon a conservé une conversation bien intéressante entre Socrate et un Athénien qui ne voulait pas laisser travailler sa famille, sous prétexte que les hommes libres n'étaient pas faits pour le travail. Il paraît avoir désapprouvé l'esclavage, et ce sont ces préceptes pleins d'élévation qui ont fait de Socrate un sage digne d'être respecté. 2 degrés l'amitié. Socrate préconise l'amitié d'abord parce qu'elle est utile, plus utile que les biens matériels. Un ami est plus utile qu'un bœuf, dit-il. Il la recommande aussi parce que la philosophie suppose la discussion, l'entente cordiale. Enfin il définit l'honnêteté, l'habitude de faire du bien à ses amis. Sur ce point il est vrai, il y a des textes assez contradictoires. À plusieurs reprises Socrate émet dans Xénophon cette idée que l'honnête homme est celui qui fait du bien à ses amis, et du mal à ses ennemis, théorie qui ne ressemble en rien à la doctrine chrétienne de la charité, théorie qui a été celle des anciens jusqu'à l'apparition du stoïcisme. Il est vrai que dans un autre passage, Socrate paraît se contredire et déclare que même à ses ennemis il ne faut pas faire de mal. Il y a là une difficulté à peu près insoluble 54. 3 degrés la justice. Socrate définit la justice ce qui est conforme au bien, ce qui est conforme à la loi écrite. L'idée en effet que la loi écrite est chose sacrée, qu'elle ne saurait être injuste puisque c'est la loi, est profondément enracinée dans l'esprit de Socrate. C'est pour cette idée qu'il mourut, car Platon nous a conservé dans le Criton une conversation remarquablement belle entre Socrate en prison et un disciple qui lui offre les moyens de s'évader, à quoi Socrate répond par cette prosopopée où il montre à Criton la loi de la patrie, du pays, prenant la parole et reprochant à un citoyen athénien qui doit à la loi athénienne tout ce qu'il est de fouler aux pieds cette loi et par conséquent la justice, la patrie dont elle n'est que la représentation. C'est par des doctrines de ce genre que Socrate se distingue si profondément des sophistes avec lesquels on a voulu le confondre. Tandis que les sophistes avaient creusé un abîme entre la loi naturelle, justice, et la loi écrite qui serait injuste et la loi du plus fort,
Socrate a essayé d'identifier ces deux lois et de montrer que lors même que la loi écrite serait qualifiée d'injuste, il serait plus injuste encore d'y désobéir. Ainsi la grande originalité de Socrate a été de s'élever par ses idées morales et même religieuses au-dessus de ses contemporains, d'avoir été un sage en un mot dans toute l'acception du mot. Il ne se contente pas de prêcher, il donne l'exemple, il mourut pour sa doctrine. En revanche, si l'on considère la partie purement théorique et spéculative de son enseignement, on peut la trouver insuffisante. On peut reprocher à ce philosophe de n'avoir pas eu pour la spéculation désintéressée le respect qu'il avait pour la justice et le bien, d'avoir détourné pour un certain temps du moins les esprits de la recherche physique et expérimentale. Mais il est un inventeur de méthodes, puisqu'on lui doit l'invention de ces débats contradictoires, de ces discussions, de cette induction qui sont devenus, à vrai dire, les procédés fondamentaux de toute recherche portant sur des questions morales. Le 15 février 1886. Leçon 4. Platon. Platon est né en 427 av. JC et est mort en 347. C'est même, dit-on, l'enseignement de Socrate qui le détourna de la poésie à laquelle il s'était consacré d'abord. Socrate n'eut pas de plus fervent admirateur. Platon se consacra tout entier à la défense de son maître. Il dut s'exiler après la mort de celui-ci. Il voyagea, vécut un certain temps auprès de Denis l'Ancien, revint à Athènes, y fonda dans le jardin d'Académus une école qui conservera le nom d'Académie. Ces dialogues sont des œuvres philosophiques de la plus haute valeur, et qui ne sont pas dépourvues d'un certain mérite poétique et dramatique. Socrate en est le principal interlocuteur et pour employer une expression attribuée à Socrate, Platon fait dire à son maître bien des choses auxquelles celui-ci n'aurait jamais pensé. Les principaux sont le Timée, la République, Thétète, Protagoras, Gorgias, Phédon, etc. L'idée dominante de la philosophie de Platon est celle-ci. La réalité ne réside pas dans l'individuel, mais dans le général. On se rappelle que Socrate avait introduit dans la philosophie l'idée de genre, et que la définition socratique procède justement en faisant rentrer l'espèce dans le genre, ramenant ainsi à une idée générale la multiplicité des cas particuliers. Platon s'empare de cette idée générale et lui donna une réalité, une substantialité. Il soutint que ce qui existe, ce ne sont pas les choses proprement dites, celles que nous voyons et touchons, mais leur idée. Ceci n'a rien de paradoxal, et dans le cours dogmatique nous avons émis une opinion analogue. Quand nous considérons un objet matériel, nous dit Platon, il nous apparaît comme revêtu de qualités et ces qualités changent sans cesse. L'objet devient grand de petit qu'il était, chaud de froid qu'il était et ainsi de suite. Les Ioniens ont fait voir ce changement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.